Salut les gars. Aujourd'hui, je vais vous relater l'intrigue du long-métrage intitulé Time Out, sorti sur les écrans en 2011. Le récit débute par une introduction nous plongeant dans le contexte géopolitique d'un monde nouveau situé dans un futur lointain, où l'usage des billets de banque appartient désormais au passé. En lieu et place des devises classiques, le temps est devenu l'unique valeur marchande, permettant aux nantis de posséder des millénaires d'existence et d'accéder à une forme d'immortalité, tandis que les démunis se battent heure après heure pour grappiller quelques journées supplémentaires. Dans cette société, chaque être humain vient au monde avec une espérance de vie de 26 années, mais le processus de vieillissement physique s'interrompt brutalement dès l'âge de 25 ans, ce qui explique l'absence totale de personnes âgées dans le paysage urbain. Afin de ne pas succomber à une mort immédiate, les individus doivent fournir un travail acharné pour obtenir du temps, de la même manière qu'ils auraient autrefois perçu un salaire, le tout étant monitoré par une horloge numérique intégrée directement dans leur avant-bras qui décompte leur survie. La scission sociale entre l'opulence et la misère a atteint des sommets vertigineux, car les autorités influentes font grimper quotidiennement le coût des produits de première nécessité dans le but d'extorquer toujours plus de minutes à une classe pauvre qui s'épuise chaque jour pour prolonger son souffle de quelques heures. Le personnage central du film se nomme Will et fait partie de cette population précarisée vivant dans les quartiers insalubres aux côtés de sa mère, Rachel, laquelle à 50 ans mais ne possède plus que 3 petits jours de vie au compteur. Will se trouve dans une situation encore plus critique avec seulement 24 heures devant lui, ce qui signifie qu'une seule journée sans gain de temps signifierait pour lui une fin fatale. Rachel a pour projet d'enchaîner 2 jours de labeur intensif sans interruption afin de réunir de quoi solder leurs dettes, et sachant qu'elle sera totalement épuisée à son retour, elle demande à son fils de l'attendre à la gare routière pour lui transférer un peu de temps. En se rendant sur son lieu de travail, Will croise le chemin d'une fillette nommée Maya qui mendie une petite minute de charité, et il choisit de lui en offrir 5 par générosité. Il exerce son activité au sein d'une usine spécialisée dans la production de conteneurs de stockage temporel, mais après une journée de labeur harassante, il constate qu'il perçoit une rémunération bien inférieure à la normale. Lorsqu'il demande des explications, le responsable de la distribution lui rétorque que les dirigeants ont une fois de plus augmenté les cadences de production et que Will n'a pas atteint les nouveaux objectifs. Abattu par cette faible rémunération, le jeune homme se dirige vers un débit de boisson où il retrouve Boral, un ami en proie à l'alcoolisme qui l'encourage à commander autant de verres qu'il le souhaite car un riche étranger nommé Henry offre sa tournée à l'ensemble de l'assistance. Les rumeurs circulent sur le fait que cet homme porte un siècle entier à son poignet, ce qui laisse Will perplexe sur les raisons qui pousseraient un individu de ce rang à fréquenter un tel établissement dans les bas-fonds. Il remarque également que des malfrats notoires observent Henry avec l'intention probable de le détrousser, et bien qu'il tente de prévenir ce dernier, l'homme refuse de quitter les lieux. Quelques instants plus tard, une bande de truands surnommés les Minutemen fait irruption et ordonne à tout le monde de partir, à l'exception de Henry. Will comprend qu'un vol est imminent, tandis que la foule s'éclipse rapidement, il reste sur place pour surveiller la situation. Fortis, le chef du gang, ordonne à l'un de ses subalternes d'attaquer Henry dans les toilettes, mais Will intervient brusquement et assomme l'agresseur avant de prendre la fuite avec un Henry enivré qui réalise à peine ce qu'il y arrive. Les criminels les pourchassent un certain temps, mais finissent par abandonner lorsque le duo parvient à se volatiliser. Pendant ce temps, les 2 hommes se réfugient dans un bâtiment en ruine où Henry finit par confier qu'il est âgé de 105 ans et que, après une si longue existence, il est las de la vie et souhaite en finir, ce qui explique son comportement imprudent au bar. Will est sidéré par ce paradoxe cruel, il lutte chaque seconde pour obtenir ce que cet homme possède mais ne désire plus. Henry révèle alors un secret majeur, il existe en réalité suffisamment de temps pour chaque être humain sur Terre, mais les nantis et les puissants confisquent tout pour leur propre bénéfice. Will est profondément ébranlé et frustré par cette découverte, bien qu'il se sente impuissant. Le lendemain matin, Henry s'éveille aux côtés d'un Will encore endormi et décide de lui transférer la quasi-totalité de son temps, ne se gardant que 5 petites minutes. Peu après, Will se réveille et reste pétrifié en découvrant plus d'1 siècle de vie à son propre poignet avant de voir Henry assis sur un pont à proximité. Au moment où son compteur s'éteint, ce dernier sourit et se laisse tomber dans le fleuve. Will retrouve ensuite Boral pour lui raconter les événements incroyables liés à Henry et lui cède une partie de son temps afin de l'aider dans sa survie. Désormais doté d'une fortune temporelle, Will ambitionne de rétablir l'équité et de supprimer l'écart monstrueux qui sépare les riches des indigents. Une fois Will parti, Boral retourne s'enivrer dans un bar. Rachel, de son côté, achève ses 2 jours de labeur acharné, rembourse son emprunt et se rend à la gare, pour s'apercevoir avec horreur qu'elle n'a plus assez de crédit pour monter dans le bus. Elle entame alors une course désespérée vers son domicile pour tenter de rejoindre Will à temps, mais lorsqu'ils parviennent enfin à se toucher, Rachel s'écroule, sans vie, dans les bras de son fils. Will s'effondre en larmes, pleurant la disparition de sa mère qui aurait pu être sauvée à quelques secondes près. Le jour suivant, les autorités locales, appelées les gardiens du temps, repêchent le cadavre de Henry et concluent à un vol en voyant son compteur à 0.
L'officier supérieur Raymond et son adjoint Jaguer se chargent de l'enquête. Entre-temps, Will fait l'acquisition d'un véhicule luxueux et de tenues élégantes avant de se diriger vers le secteur huppé de New Greenwich en franchissant les frontières de zone. Il est fasciné par la splendeur du lieu et ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec son quartier d'origine. Habitué à courir partout lorsqu'il manquait de temps, Will conserve ce réflexe dans cette ville nouvelle, s'apercevant vite que les résidents ici se déplacent avec une lenteur extrême. Il passe la nuit dans un hôtel prestigieux, s'éveille dans un costume de luxe et savoure un petit déjeuner raffiné pour la première fois. Après avoir réglé l'addition, il laisse une semaine de vie en pourboire à la serveuse, qui remarque que Will semble agir avec une précipitation inhabituelle pour leur clientèle ordinaire. Parallèlement, les policiers identifient Will sur des enregistrements vidéo aux côtés de Henry peu avant le décès de ce dernier, et Raymond commence à faire le lien avec le père de Will qu'il a connu autrefois. À New Greenwich, Will se rend dans un casino pour s'essayer au jeu. Un milliardaire nommé Philip Way s'y trouve également et entame une partie contre lui. Will remporte les premières manches, mais Philip dispose encore d'une quantité incommensurable de siècles en réserve. Après plusieurs gains successifs contre le magnate, le capital vital de Will dépasse désormais les 200 ans. Au cours des échanges à table, Philip soutient que l'abîme entre les classes est une chose naturelle, ce qui rend Will furieux au point de miser l'intégralité de son temps sur le tour suivant, ne conservant qu'une marge infime de 30 secondes de vie. Après avoir remporté plusieurs manches supplémentaires face au magnate, le capital vital de Will excède désormais les 2 siècles de vie. Tandis que les convives discutent autour de la table, Philip évoque l'abîme séparant les indigents des fortunés en affirmant que cette fracture sociale est un phénomène naturel, ce qui provoque la colère de Will au point de mettre en jeu l'intégralité de son existence sur le coup suivant, ne conservant qu'une marge infime de 30 secondes. L'assistance retient son souffle dans l'attente du dénouement et reste frappé de stupeur lorsqu'il triomphe à nouveau, amassant ainsi une réserve temporelle d'un millénaire. Philip se montre admiratif et fasciné par le tempérament de Will. Remarquant l'intérêt du jeune homme pour sa fille Sylvia, il décide de les présenter l'un à l'autre. Le milliardaire lui propose également de se joindre à une réception dans sa demeure privée. Will fait l'acquisition d'un nouveau véhicule de luxe pour se rendre à la propriété de Philip, où il déambule parmi des inconnus avant que Sylvia ne l'aborde pour engager le dialogue. Ils partagent une danse tout en échangeant sur divers sujets, et Sylvia lui confie éprouver un sentiment de vacuité dans son existence, n'ayant ni objectif ni réelles aspirations. Ils choisissent de s'éclipser de la fête pour rejoindre une plage située à proximité. Après s'être baignés, ils retournent au manoir pour y découvrir les gardiens du temps qui attendent Will de pied ferme. L'officier Raymond conduit Will dans une pièce isolée où ce dernier explique en toute honnêteté comment il a obtenu plus de 1000 ans de vie, mais Raymond rejette son témoignage. Il saisit la quasi-totalité de son temps et procède à son arrestation, mais durant son transfert, Will neutralise ses gardes avec agilité et s'empare de Sylvia comme otage. Le duo s'engouffre dans sa voiture et prend la fuite, poursuivi par les forces de l'ordre, pour finalement parvenir à s'échapper. Après s'être dissimulés sous un pont, ils sont victimes d'un violent accident de la route sur l'autoroute au petit matin. Le criminel Fortis et ses complices les repèrent sur le lieu du crash et dérobent le temps de Sylvia, la laissant avec seulement 30 minutes d'autonomie. À leur réveil, Will lui transfère quelques précieuses minutes afin qu'il puisse courir chez Boral pour lui demander un peu d'aide, mais en arrivant sur place, Will apprend le décès de son ami, succombant à un empoisonnement alcoolique. Les deux fugitifs se voient contraints de vendre les boucles d'oreilles de Sylvia dans un mont-de-piété pour obtenir 2 jours de survie supplémentaires. Par la suite, Will contacte Raymond par téléphone pour réclamer une rançon d'un millénaire, destinée à être répartie entre tous les habitants de sa ville, en échange de la libération de Sylvia. Durant la nuit, il s'abrite dans l'appartement de Will où il lui confie la perte récente de sa mère et le passé de son père, qui avait pour habitude de gagner du temps au jeu pour le redistribuer aux nécessiteux. Cette discussion renforce considérablement leur complicité. Le lendemain matin, Philippe n'a toujours pas honoré sa part du contrat. Bien que Sylvia ait toujours su son père cruel, son avarice l'étonne encore. Malgré l'absence de rançon, Will choisit de rendre sa liberté à la jeune femme. Il l'accompagne jusqu'à une cabine téléphonique et lui remet une arme en guise de présent d'adieu. Ils s'embrassent avant de se séparer, et tandis que Will s'éloigne, Sylvia se retourne pour appeler son géniteur. Alors que Will s'éloigne dans la direction opposée, elle s'aperçoit soudain que Raymond s'approche furtivement du jeune homme et fait feu sur le policier pour le protéger avant de prendre la fuite. Will choisit toutefois d'accorder une fraction de son propre temps au gardien blessé afin de lui sauver la vie. Suite à cet incident, les deux amants s'emparent du véhicule de patrouille et quittent les lieux, alors que l'information fait la une des journaux télévisés et se retrouve diffusée sur tous les écrans. Interrogée sur les raisons qui l'ont poussée à s'allier à Will, Sylvia affirme haut et fort qu'elle refuse de retourner à son existence monotone. Pendant ce temps, Philippe discute avec ses associés dans ses bureaux. Ils ont conscience que si la rançon exigée est versée au peuple, l'élite cessera de s'enrichir car les pauvres n'auront plus besoin d'eux. Philippe se retrouve tiraillé entre l'existence de sa fille et la prospérité de ses affaires, mais finit par privilégier ces dernières en garantissant à ses partenaires qu'il ne paiera pas la moindre seconde. Ailleurs, Will et Sylvia sont déterminés à tout risquer pour offrir à la population ce qu'elle désire. Ils braquent une officine de prêt temporel et répartissent les conteneurs de stockage entre tous les citoyens. Parallèlement, Fortis aperçoit un panneau d'affichage présentant les visages de Will et Sylvia, promettant une prime de 10 années pour leur capture. À la tombée de la nuit,
le couple se trouve dans une chambre d'hôtel lorsqu'ils sont surpris par une descente des gardiens du temps, mais ils parviennent à s'échapper par la fenêtre et entament une course-poursuite avec Raymond. Au milieu d'une fusillade nourrie, ils sautent dans un bus en mouvement et s'éclipsent. Au même moment, Fortis découvre leur cachette et s'y rend pour les capturer. Afin de leur laisser une chance équitable, il défie Will dans un duel de force brute au poignet. Bien que la victoire semble d'abord pencher du côté de Fortis, Will renverse la situation au dernier instant grâce à une technique audacieuse. Il s'attaque ensuite aux malfrats et les élimine avec une grande maîtrise avant de transférer tout le temps de Fortis vers son propre compteur, provoquant sa mort. Plus tard, sur un toit, Will et Sylvia constatent que les prix des marchandises grimpent en flèche. Il s'avère qu'en réponse à leur vol, les riches augmentent les tarifs pour préserver l'abîme social. Ils comprennent alors que de petits larcins ne suffiront pas et qu'il faut 1 million d'années pour changer la donne. Le lendemain, alors que Philippe se déplace sous escorte, Sylvia distrait les gardes du corps, permettant à Will de le prendre en otage. Ils le conduisent à son bureau où se trouve un dispositif contenant 1 million d'années. Face aux arguments de Philippe méprisant la souffrance des pauvres, Will manque de l'abattre en déclarant que l'immortalité ne justifie pas le sacrifice d'une seule vie humaine. Alors que le duo s'enfuit avec le précieux butin, les véhicules de police barricadent l'autoroute, déclenchant un affrontement armé dont le couple ressort indemne. Ils atteignent leur ville d'origine, toujours talonnés par Raymond. Will descend de voiture pour confier le dispositif à la jeune Maya, lui demandant de tout redistribuer avant de l'éloigner. La poursuite reprend jusqu'à ce que leur véhicule s'encastre au milieu de la chaussée. Avant de procéder à leur arrestation, Raymond confie qu'il s'est extrait de la misère par son travail, mais il est convaincu que l'inégalité est vitale pour la stabilité du monde. Subitement, le temps de Raymond arrive à son terme et il s'éteint alors qu'il ne lui restait que quelques secondes. Will et Sylvia se précipitent vers la voiture de police pour y puiser de quoi survivre une journée de plus. Dans l'ultime séquence, les habitants du ghetto franchissent les frontières pour rejoindre New Greenwich en quête d'une vie meilleure, tandis que Sylvia et Will se tiennent face à une banque de temps, prêts pour leur prochain assaut. Abonne-toi.